Le stade de Reims, un passé prestigieux, un avenir compromis. Avortement, Jean-Paul II face aux Italiens. Eurocommunisme, cela n'existe pas, dit François Mitterrand. Madame, Monsieur, bonsoir. Cet après-midi, au stade de Saint-Ouen, Reims et Paris Saint-Germain ont fait match nul un partout. En d'autres temps, il y a une bonne quinzaine d'années de cela, la venue des Rémois à Paris constituait à chaque fois un événement. Aujourd'hui, grandeur et décadence, il s'agissait d'un match de solidarité destiné à renflouer les caisses du club champenois dont l'avenir apparaît très sombre. Tous les amateurs de football, et pas seulement eux, se souviennent du stade de Reims, la plus grande équipe avec Saint-Étienne qui tue la France depuis toujours. 2 fois finaliste de la Coupe d'Europe contre le Real Madrid, avec dans ses rangs les plus grands joueurs de l'après-guerre, Coppa, Fontaine, Vincent et bien d'autres. Mais hélas, tout passe. Il y a quelques semaines, les dirigeants du club annonçaient plusieurs licenciements de joueurs et de l'entraîneur au beau milieu de la saison. Depuis, l'affaire a largement dépassé le cadre strictement sportif. La municipalité de Reims, la Fédération française de football s'en sont mêlés. Pour l'instant, on est à peu près sûr que le club ira jusqu'à la fin de la saison. Mais après, rien n'est encore résolu. Qu'est-ce qui ne va pas au stade de Reims? Une enquête d'Henri Bodiguet. À Stuttgart, 70 000 spectateurs ont assisté au Neckarstadion à la victoire du Real de Madrid sur Reims en Coupe d'Europe. Dès la 2e minute, Matthäus réussissait un coup d'éclat pour Madrid en battant Colonna. Le stade de Reims de la grande époque, celui des Coupes d'Europe, des Coupes de France et des championnats gagnés. Mais le club à travers lequel rayonnait le football français n'est plus aujourd'hui ce qu'il était, et loin s'en faut. Victime d'erreurs de gestion et de recrutement mal inspirés ou précipités, le stade de Reims a dû déposer son bilan avant la fin de l'année dernière et dû licencier plusieurs joueurs faute de pouvoir les conserver. Pour le docteur Serge Basler, président du stade, le club est avant tout victime de ses contraintes financières. La subvention municipale s'est élevée l'année dernière, puisqu'elle n'est pas encore votée cette année, je crois que ça doit être voté au mois de janvier, à 110 millions d'anciens francs. Il y a les ressources publicitaires qui viennent ensuite. Elle s'élève environ à 50 millions anciens. Ce qui vous fait 450 millions anciens à trouver, et à trouver du côté des spectateurs. Oui, alors voilà, c'est là que le bas blesse. Les spectateurs désertent le stade, puisque nous avons fait les derniers matchs contre les meilleurs du championnat de France, Nantes et Monaco, avec 5500 spectateurs, et ceci ne permet pas d'assumer les frais fixes ou tout juste. Donc nous n'avons plus de recettes, et la paix est difficile à faire. Du côté de la municipalité, dont le maire, M. Lamblin, est pour la première fois communiste, il n'est pas question de laisser tomber l'équipe de Reims. La municipalité ne peut pas risquer de liquider un club aussi prestigieux. Pour le maire et son équipe municipale, l'enjeu alors se situerait ailleurs et bien au-delà du sport. Cependant, M. Lamblin refuse la solution d'une société d'économie mixte afin, dit-il, de préserver l'indépendance du club. Sans doute, mais elle ne tient pas non plus la municipalité à se lancer dans une aventure sans issue qui lui vaudrait sans doute les mêmes conséquences. Alors, il reste la subvention. Au plan du rayonnement du football, au plan des retombées dans une ville comme celle-ci sur le secteur commercial, vis-à-vis de la municipalité, c'est un aspect supplémentaire mais important également pour nous, qui cautionne un emprunt. Si le club disparaît, la ville devra rembourser cet emprunt alors que le club aura disparu 2 mois après que l'emprunt ait été contracté. C'est aussi une préoccupation. La municipalité ne souhaite pas être seule. Et ce que nous souhaitons, c'est que des garanties soient données pour la poursuite de l'activité de ce club. Précisément, l'aide qu'apporte la ville constitue une de ces garanties et des plus importantes. Le stade de Reims aujourd'hui ne fait plus recette. Cet après-midi à Saint-Ouen, pour un match amical organisé à l'initiative du Paris Saint-Germain, il n'était que 2000 dans les gradins. Parmi eux, des supporters évidemment, des amoureux du football et aussi des nostalgiques. On aime le stade de Reims, je sais pas, 58, on était peut-être même pas nés, mais le stade de Reims, c'est quelque chose. Reims, c'est quelque chose pour moi et qui a toujours resté, quoi. Malgré que je suis dans la région parisienne. Et la situation de Reims à l'heure actuelle, ça vous fait de la peine? Plutôt, oui. La nostalgie pourtant n'est plus ce qu'elle était. Mis dans l'obligation d'aller chercher des joueurs dans ses réserves pour les promouvoir en équipe première, le stade de Reims est loin de son passé. Il vit loin de son passé, pourtant présent, et même dans les tribunes. Je ne pense pas qu'on puisse comparer et le football de notre temps, disons-le, de notre époque, et celui de maintenant, parce que je pense qu'avant tout, ce qui a changé, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça n'empêche pas un club de continuer à vivre.
Non, au contraire, ça devrait l'aider à vivre cet état d'esprit. Mais comment voulez-vous, maintenant, nous vivons dans un autre monde. Bon, les joueurs, évidemment, sont plus professionnels, certainement, qu'on en était, parce que nous, à l'époque, disons qu'il y avait un petit côté d'amateurisme. Bon, on jouait pour de l'argent, bon, c'est certain, mais il y avait autre chose. Et maintenant, je ne pense pas que ce soit le cas. Actuellement dernier du championnat avec 13 points, à 4 points seulement de Valenciennes avant-dernier, le Stade de Reims est certainement victime de son manque de spectateurs. Difficile pourtant de leur en vouloir étant donné le spectacle offert par le club. Cependant, Reims finira le championnat sans fausser le jeu. Et si l'espoir n'est pas seulement une herbe qui pousse entre les buts, on refuse à Reims de considérer que la situation est désespérée. Au pire, elle serait seulement grave. En France, au congrès du PSU, le Parti socialiste unifié, comme prévu, Madame Huguette Bouchardot, que nous vous présentions hier soir, a été élue secrétaire nationale en remplacement de Monsieur Michel Mouzel. Par ailleurs, le Parti socialiste unifié a refusé, comme le voulaient certains de ses membres, d'apporter son soutien à Michel Rocard pour son action au sein du Parti socialiste. Et il a décidé enfin de présenter son propre candidat aux élections présidentielles de 1980. Monsieur Monory, le ministre de l'économie, a annoncé aujourd'hui que le relèvement moyen des tarifs publics en 1979 serait de 8%. Et déjà, la SNCF a décidé d'augmenter ses tarifs de 7,5%. Monsieur Marchais était ce soir l'invité du club de la presse de notre confrère Europe numéro 1. Noël Copin, vous participiez à cette émission. Le secrétaire général du Parti communiste a-t-il notamment évoqué la petite phrase de François Mitterrand qui participait, lui, ce week-end à un colloque sur le stalinisme et qui a déclaré que l'eurocommunisme n'existait pas et a ajouté, je le cite, « Le PCF n'a toujours pas coupé le cordon ombilical avec les structures, les méthodes de pensée et d'organisation qui produisent le stalinisme. Si l'arbre reste bien planté dans le sol, a-t-il ajouté, il serait bien étonnant qu'il cesse de porter les mêmes fruits. » Fin de citation. Alors la réponse de M. Marchais. Oui, c'est bien sûr la première question qui a été posée tout à l'heure à M. Georges Marchais. Je vous donne en substance les principaux éléments de sa réponse. D'abord, une critique de M. François Mitterrand. Pour M. Marchais, les propos tenus par M. François Mitterrand, même si Claude Essier, qui participait à ce débat, a expliqué qu'il ne fallait pas extraire cette phrase de son contexte, les propos donc tenus par M. François Mitterrand sont pour M. Marchais une nouvelle preuve du virage à droite du Parti socialiste. Pour lui, le Parti socialiste est revenu 20 ans en arrière. Il est revenu à l'époque de la guerre froide. Bien, et je suppose qu'on a parlé d'autres choses, notamment, je crois, du Cambodge. Il y a eu une attaque contre la presse aussi, M. Marchais. Il était question du Cambodge. Je vous cite cette phrase. Nous nous félicitons de voir le Cambodge libéré de la tyrannie qu'il a connue. Et puis, une question a été posée aussi à M. Georges Marchais sur sa santé. Vous savez que des bruits avaient couru ces jours-ci. M. Marchais était absent de Paris. Il était allé en particulier en Allemagne de l'Est. Il a précisé qu'il s'agissait d'un voyage politique et qu'il avait pris 4 jours de repos. Et il a ajouté qu'il était dans un état de santé formidable. Et j'ajouterai, sans y mettre de l'ironie, qu'il nous a donné une preuve de sa vitalité, non seulement dans ses attaques contre le PS, mais également dans ses attaques contre l'ensemble des journalistes qui participaient au club de la presse, qu'il a considéré comme étant une sorte de tribunal. Bien. Nous laissons Georges Marchais libre de ses opinions. Revenons-en au colloque sur le stalinisme dont je parlais tout à l'heure et auquel vous avez assisté, Jean-François Kahn. En effet, les oreilles de Georges Marchais ont dû lui tinter parce que même encore aujourd'hui, il y a eu des attaques contre le Parti communiste presque plus dures que celles de François Mitterrand. Par exemple, Lionel Jospin, les lieutenants de François Mitterrand, a beaucoup insisté sur les aspects encore staliniens, selon lui, de la pratique politique quotidienne du Parti communiste. Puis bien sûr, on a parlé aussi de l'Union soviétique et l'aspect stalinien de la réalité quotidienne en Union soviétique. Et à ce point de vue-là, je voudrais faire état d'un document que nous venons de recevoir en Antenne 2 ici, et qui me semble très intéressant. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, un célèbre physicien et mathématicien en même temps, Yuri Orlov, avait été très durement condamné en Union soviétique à plusieurs années de camps sévères pour simplement délit d'opinion. Or, la femme de Yuri Orlov a pu aller le voir dans le camp où il est détenu. Ça se situe à Perm en Union soviétique, région où il fait actuellement moins 30, entre parenthèses. Et elle nous a communiqué, elle a pu nous faire parvenir un récit de la situation de son mari dans ce camp. Et ce qu'il en découle, c'est qu'on, systématiquement, on l'empêche d'avoir des activités intellectuelles, de continuer son travail de physicien. Par exemple, il avait commencé un travail sur la mécanique ondulatoire, important, avec des calculs très compliqués. Il a été saisi, on ne lui rend pas. Il a demandé un bloc de papier pour continuer, pour faire des calculs. Eh bien, on l'a refusé de lui donner. Et puis, il a été sanctionné déjà 3 fois pour entorse au règlement du camp. Une fois pour avoir fait du yoga, c'est interdit. Une autre fois pour avoir écrit son nom sur une vitre poussiéreuse, c'est interdit. Et surtout, une fois pour avoir essayé d'écrire des notes, des réflexions sur un papier.
Alors, il a dû terminer une formation de tourneur, car il faut travailler, et il doit travailler selon des normes établies. Il doit remplir ces normes, et c'est très difficile. Alors, il est très fatigué, et ça l'empêche, là aussi, de réfléchir. D'autant plus, il faut ajouter, que dans l'endroit, dans le baraquement où il couche, eh bien, il y a un haut-parleur qui est sans cesse branché. Merci Jean-François Kahn. Dernière information politique, demain soir à 21h30 sur Antenne 2, un carte sur table exceptionnel, Michel Rocard, qui répondra aux questions de Jean-Pierre Elkabbach et d'Alain Duhamel. Premier congrès aujourd'hui d'un nouveau syndicat étudiant, le CELF, le collectif des étudiants libéraux de France. Jusqu'à présent, le syndicalisme universitaire ne connaissait qu'une seule grande organisation, l'UNEF. Elle a donc maintenant un concurrent qui affiche beaucoup d'ambition. Le CELF est né il y a 3 mois à peine, mais il affirme qu'il a très vite grandi. Son intention, attirer et recruter la majorité des étudiants, majorité silencieuse qui refuse de militer et qui veut, semble-t-il, oublier mai 68. Le CELF est maintenant le premier syndicat étudiant après l'UNEF. Vous venez de tenir le premier congrès du CELF, le collectif des étudiants libéraux de France. Encore un syndicat? Non, ce n'est pas encore un syndicat, c'est plutôt un nouveau syndicat. Un nouveau syndicat parce qu'il nous semblait que les étudiants étaient mal représentés, et en particulier que face à l'UNEF, il n'y avait aucun syndicat libéral véritablement représentatif, s'attachant aux vrais problèmes des étudiants. Libéral avancé? Pas libéral avancé, libéral tout court, c'est-à-dire ouvert à tous les étudiants. Alors les objectifs du CELF? Les objectifs du CELF, c'est d'abord donc d'implanter ce courant libéral à l'université. C'est ensuite d'ouvrir l'université à l'extérieur, et c'est enfin de proposer aux étudiants une nouvelle politique sociale. Vos étudiants précisément ont l'air très sages et très studieux. Comment comptez-vous manifester votre présence au sein du monde étudiant? Eh bien, je crois que lorsqu'ils sont sages et studieux, ils savent aussi avoir le sens de l'humour. Ce qu'ils savent surtout, c'est être réalistes. Et en étant réalistes, ils ont des résultats. Et je peux vous annoncer que nous venons d'obtenir la suppression de la sélection en première année de médecine par les mathématiques. C'est donc le syndicat des résultats et du dialogue. En bref, un incendie a ravagé ce matin une partie du palais de justice d'Angers. Il a fallu plus de 3 heures d'efforts aux pompiers pour maîtriser les flammes. Ce matin encore, un attentat à l'explosif, cette fois, a gravement endommagé 2 pylônes d'une ligne à haute tension à proximité de la centrale nucléaire de Brennilis, dans le Finistère. Cet attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, risque de perturber pendant quelques semaines la fourniture d'électricité dans ce département du Finistère. L'avortement en Italie, première difficulté, première polémique entre le pape et l'opinion publique italienne qu'il avait pourtant adopté avec enthousiasme, bien qu'il soit pour la première fois un étranger. L'avortement légal existe en Italie depuis le 5 juillet dernier. C'est dire qu'il n'est pas encore complètement passé dans les mœurs d'un pays de grande tradition catholique. C'est pourquoi la récente condamnation de l'avortement par Jean-Paul II provoque une telle passion entre les pour et les contre. Pourtant, le pape n'a fait que réaffirmer la doctrine de l'Église pour qui l'avortement reste un crime infect. Ce sont les termes mêmes du Concile Vatican II. Mais désormais, pour une large partie de l'opinion publique italienne, il existe une loi qui a légalisé l'avortement en conséquence. Les déclarations de Jean-Paul II constituent une véritable ingérence dans les affaires intérieures de l'Italie. Dobbiamo fare di tutto affinché la donna meriti l'amore e la vénération. C'est d'ici que le pape a déchaîné la tempête, au cours d'une audience générale comme celle-ci, devant 10 000 personnes. À la veille du Nouvel An, il a recommandé aux médecins de pratiquer l'objection de conscience au regard de l'avortement, qui est devenu pourtant légal en Italie depuis 6 mois. 50 000 avortements officiels seulement depuis juillet dernier, 75% des médecins italiens se sont déclarés objecteurs. Ils refusent, ce qui rend la loi pratiquement inopérante. Prise en tenaille entre la règle morale édictée par l'Église et les poussées d'une large partie de l'opinion et puis des puissants partis de gauche, les médecins italiens, objecteurs ou non, vivent aujourd'hui dans un étrange climat, au milieu d'une polémique dure dont toute la presse se fait l'écho. Nous n'avons pas l'appui de la presse,
simplement la presse catholique. Nous sommes objets d'une guerre subtile, cachée, occulte, une guerre des paroles, pas des gestes, j'espère, jamais. Mais ça crée un climat d'hostilité. En Italie, les cliniques privées sont presque toutes propriétés d'ordre religieux, qui ont obligé les médecins qui travaillaient dans les cliniques à faire l'objection de conscience, peine de ne plus pouvoir aller travailler dans ces cliniques. Puis il y a eu les jeunes, dont beaucoup ont été forcés à objecter, et pas seulement les jeunes, par les chefs de service, qui étant objecteurs, faisaient du terrorisme en leur disant qu'ils étaient entièrement responsables de ce qui se serait passé, donc ils ont eu peur, et c'est normal, surtout quand on est à son premier travail, on n'a pas souvent la force de porter sur ses épaules un fardeau qui risque d'être très lourd, surtout que les accidents peuvent toujours arriver, hein. Et puis, il y a eu l'objection de conscience floue, indéfinie, forcée par l'Église, par la famille, par le contexte social. Mais ce n'est certainement pas une objection de conscience authentique. D'autant plus qu'on ne sait pas bien qui a objecté, même les dentistes ont objecté. Alors, vous pensez bien que ça rend la situation totalement incompréhensible. Alors, paradoxalement, depuis que la loi sur l'avortement existe, et on dit qu'elle est plus libérale même que la loi française, il y a des problèmes supplémentaires pour les femmes qui ont besoin d'être avortées. Il y a des problèmes supplémentaires qui les refoulent dans la clandestinité. Et sur l'avortement clandestin, on a une estimation? On n'en a plus maintenant. On en avait une qui allait de 1 million à 1,5 million en général par an, oui. Ce qui veut dire que si rien ne change, et selon vous, il y aura 1 million à 1,2 million d'avortements clandestins dans l'année 79. Disons qu'il y aura le 25% d'avortements clandestins en moins par rapport aux années précédentes. Et ça signifie que la loi n'a pas fonctionné. La signora a fatto 14, pensi un po' a lei. Celle-ci, elle a avorté 14 fois. Elle aurait pu s'acheter un appartement avec ce qu'elle a dépensé. Qu'est-ce qu'ils disent, les curés? Ils parlent pour eux, pas pour nous. Si une femme ne désire pas d'enfant, et si c'est permis, elle peut avorter, même si elle est pauvre. Sinon, c'est réservé aux riches. Guardi, il minimo prezzo che vogliono sono 300.000 lire, se no pure anche mezzo milione. Io, come ripeto, non ho fatti mai perché, ringraziamo Dio, è andato... Io 300.000 botta non ci ho spese davvero perché mio marito operaio e i soldi non ci stavano, soltanto che ci ho rimessi di salute. Moi, je n'ai pas pu le payer le prix fort, alors j'ai laissé ma santé. Moi, si je tombe enceinte, je me fais tout de suite avorter. C'è da 3, da 4 e da mezzo milione. Quando poi c'è qualche rischio pure. Ça coûte 300 000 à 1,5 million. Apposta io ce n'ho 4 dei figli. Mo sono mai potuto permettere da me. Moi, je n'ai jamais eu ces moyens. Sinon, je n'aurais pas 4 enfants. L'ospedale è gratuito, ma hanno levato. À l'hôpital, c'est gratuit, mais on se fait excommunier. Ce sont eux qui nous font perdre la foi. On pensait peut-être que le pape n'étant pas italien, il éviterait soigneusement de se mêler de la vie italienne. Ceci est une autre histoire. Moi, je crois que le pape évitera de se mêler des affaires italiennes et ce sera un bien pour le pape et pour l'Italie. Mais ceci quand il s'agit d'affaires italiennes. Par exemple, si l'Italie décidait de retourner à la monarchie à la place de la République et si le pape s'en mêlait, ce serait évidemment ridicule. Mais quand il s'agit de problèmes qui ne sont pas spécifiquement italiens, qui concernent le monde entier et le monde de la conscience, alors que le pape parle sur la loi italienne ou sur la loi, par exemple, de la Normandie, ça ne fait aucune différence. À travers ce débat sur l'avortement qui n'en finit plus de rebondir, l'Italie sans doute s'achemine vers cet État véritablement laïque qui est déjà inscrit dans sa constitution, pas encore dans sa vie. En France, la loi sur l'avortement votée il y a 5 ans doit être revue en 1979 au terme de ces 5 années d'expérience. En parallèle, un sondage qui vient d'être effectué par l'Institut national d'études démographiques pour le compte de son bulletin Population et Société et qui indique que 2 Françaises sur 3 âgées de 20 à 44 ans
pratiquent la contraception, mais un peu plus de la moitié seulement utilisent les méthodes dites modernes, comme la pilule ou le stérilet, et un peu moins de la moitié ont encore recours aux méthodes traditionnelles, comme celle des températures ou le préservatif. Par ailleurs, la progression de l'utilisation de la pilule, qui avait été fulgurante jusqu'en 1977, s'est nettement ralentie. À l'étranger, de sa retraite de Neauphle-le-Château en France, l'ayatollah Khomeini a annoncé aujourd'hui la formation dans les prochains jours d'un nouveau gouvernement iranien qui remplacerait celui de M. Bakhtiar. À la chaîne de télévision américaine CBS, il a également affirmé qu'il serait bien le nouvel homme fort de l'Iran, mais que son rôle serait plutôt celui de guide que de chef d'État. L'ayatollah Khomeini continue donc à diriger les événements en Iran et il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, tout ce qu'il avait prédit s'est réalisé. Au Cambodge, les troupes vietnamiennes sont en train de réduire les derniers nids de résistance près de la frontière thaïlandaise. Pendant ce temps-là, à New York, le projet de résolution qui sera présenté demain devant l'Assemblée des Nations Unies condamne l'intervention du Vietnam et demande le retrait immédiat de ses troupes. Enfin, décidément, rien ne sera plus comme avant en Chine. Aujourd'hui, pour la première fois, des paysans en colère sont venus manifester devant la résidence du président Wak Wofeng. Ils ont même essayé de pénétrer à l'intérieur du palais présidentiel, mais tout de même, la garde militaire les en a empêchés. L'Europe ne se fait pas seulement à Bruxelles ou entre les chefs d'État des neuf. L'Europe se construit aussi discrètement par le rapprochement des peuples qui la composent. Pendant les vacances, par exemple, sur la côte espagnole ou en Italie, il est parfois difficile de savoir dans quel pays on se trouve exactement. En France, l'été, en Ardèche, il y a parfois autant de Hollandais que de Français. Et en Alsace, nos voisins d'outre-Rhin, grâce à leur devise forte, ne se contentent plus de venir faire leurs emplettes à meilleur prix. Ils investissent, achètent des fermes ou des maisons abandonnées. Une nouvelle occupation sympathique, disent les Alsaciens, mais qui pose tout de même des problèmes. Un petit hameau de la commune d'Orbay, une quinzaine de maisons. Chaque matin, Charles-Antoine Verlet hisse les couleurs. C'est pour montrer qu'il y a encore ici, en Alsace, un Français qui habite. Exagération, réaction épidermique, cela ne fait aucun doute. Dans ce petit village, il n'y a que 3 résidences allemandes. Mais aussi, geste révélateur. Dans la vallée de Münster et du Sundgau, il y a plus de 1500 résidents étrangers. Une majorité d'Allemands venus fort de leur Deutschmark, certes, mais aussi incités par les journaux et l'État français. J'aime beaucoup l'Alsace et aussi les gens ici et la manière de vie. Et comme je connais des autres Allemands qui sont ici, ils sont venus parce que dans les temps, on a offert dans les journaux allemands des fermes ou du terrain, et encore maintenant. Et je me rappelle aussi, dans les temps, il y a eu même une annonce de l'État français qui nous a invités à acheter une maison ou du terrain en France. Conséquence, en 15 ans, les Allemands et les Suisses ont acquis plus de 3000 hectares en Alsace. Les prix ont flambé, l'art de terre cultivable est passé de 100 à 5000 francs. Dans le temps, les terrains se vendaient à bon marché, et puis ils sont venus, ils ont tout de suite mis le paquet, hein, ils ont payé double, même triple que les gens d'ici, hein, et puis les paysans, ceux qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de ressources, ils vendaient leurs terres. Vous n'avez pas le sentiment qu'ils sont trop nombreux maintenant? Enfin maintenant, si, maintenant, il faut que ça stoppe, hein, sans cela ça devient trop. Un sentiment que partagent beaucoup d'Alsaciens. Ils ne sont pas vraiment hostiles, mais quelque peu agacés par ces colonies d'étrangers, même si le commerce en bénéficie. La situation économique actuelle de l'Alsace, si elle est un peu moins mauvaise que celle d'autres régions, elle le doit sensiblement, à beaucoup d'égards, à cette coopération économique qui a eu des aspects très positifs pour nous. Autre aspect, plus de 5% de la population active travaille en Allemagne et en Suisse. Aujourd'hui, les phénomènes d'achat foncier et immobilier ont perdu un peu de leur acuité. Sans doute le contre-coup du tassement de l'économie allemande. Mais pour ces Alsaciens, tiraillés entre deux civilisations, le malaise demeure.
Le tiercé se courait aujourd'hui à Vincennes dans le prix de Valence. Pour gagner, il fallait jouer dans l'ordre le 11, le 5 et le 12. 11, 5, 12. Les rapports pour 5 francs, 9 645 francs. Et dans un ordre différent, 1929 francs. Voilà. Pour terminer ce journal, du cinéma. Sylvester Stallone, le héros de Rocky et le Fist, 2 films d'action qui ont fait de cet ancien poulbeau new-yorkais une des plus grandes vedettes américaines du moment, aussi populaire que Dustin Hoffman et Al Pacino. Au printemps, sortira en France son 3e film, La Taverne de l'Enfer, une évocation des bas-fonds de New York, des quartiers où pour survivre, il vaut mieux posséder une carrure d'athlète et une musculature soigneusement entretenue. Je trouve que le sport est une excellente manière d'être bien dans sa peau. Quand je ne suis pas en forme, je me sens débile. Dans Rocky, dans Fist, dans La Taverne de l'Enfer, j'ai utilisé la boxe et la lutte, qui sont des sports violents, pour faire passer une histoire difficile à raconter intellectuellement. Le sport est plus sensuel, plus visuel. J'aime bien que les gens laissent le cerveau à la maison et qu'ils viennent au spectacle avec le cœur. Mon sport favori, il fut un temps, était de courir après les femmes. Mais aujourd'hui, un peu fatigué, je préfère l'athlétisme. Je suis né dans Hell's Kitchen, un quartier pourri de New York. C'était très dur, on ne pouvait même pas se payer le docteur et pourtant j'avais une paralysie faciale. J'ai vécu plein d'histoires dans ce quartier. J'ai vu des prostituées aux cheveux rouges, des macros couverts de bijoux, des hommes très durs, des gangsters armés jusqu'aux dents. Et plus tard, cette atmosphère a fait partie de mes fantasmes. Et dans mes films, j'ai essayé de donner mon sentiment, ma vision de cette époque. À New York, j'ai fait tous les métiers. Je n'avais pas suivi de cours de comédie, j'avais envie de jouer, c'est tout. C'était le début de ma carrière, je n'avais pas le sou, je couchais sous les abribus, mes affaires étaient dans une valise à la consigne. Tout le monde me disait de laisser tomber, mais ça ne faisait que renforcer ma conviction de continuer. Ladies and gentlemen, tonight's fantastic bout will have no time limit. No rules will prevail. Dans La Taverne de l'Enfer, j'ai fait appel, bien sûr, à beaucoup de souvenirs d'enfance, mais dans les 3 ou 4 ans qui viennent, je veux faire des films sur des compositeurs, des films musicaux, et puis encore des films sur des athlètes. Après, je tâcherai de faire des films plus intérieurs, beaucoup plus élaborés. Sans transition, la météo pour terminer. Demain lundi, sur la moitié est du pays, temps froid avec forte gelée, verglas et brouillard persistants sur le centre-est et le nord-est, alors que les éclaircies prédomineront sur les régions méditerranéennes et les Alpes. Sur la moitié ouest, temps nuageux, à très nuageux, avec des températures au-dessus de 0 sur les côtes et de faibles gelées sur l'intérieur. Voilà, ce journal est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2. Dernier rendez-vous avec l'information, Pierre Alain, vers 22h40. Bonsoir.